Chers amis, bonjour. Bienvenue sur mon tapis volant pour vivre, le temps d'une lecture, un moment historique de solidarité où les travailleuses américaines, noires et blanches, unies par un même désir d'émancipation, autour d'une femme exemplaire née esclave, vont lutter ensemble pour que plus aucune femme ni aucun homme ne soit jugé inférieur. Howard Zinn est un historien aux qualités littéraires remarquables. C'est aussi pourquoi j'ai retenu son ouvrage intitulé « Une histoire populaire des États-Unis » de 1492 à nos jours, un best-seller qui lui vaut de figurer parmi les historiens américains les plus lus. Né à New York en 1922, Howard Zinn fut professeur émérite à l'université de Boston, où il enseigna l'histoire et les sciences politiques. Militant actif du mouvement pour les droits civiques, grand défenseur des libertés fondamentales, antifasciste, pacifiste, Howard Zinn a écrit de nombreux textes condamnant les bombardements américains à Royan, Hiroshima et Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale. En 1967, il est l'auteur d'un ouvrage qui, le premier, demande le retrait des troupes américaines du Vietnam. En 2003, il s'oppose à l'offensive de son pays contre l'Irak. Son histoire populaire des États-Unis est née de sa volonté de mettre en lumière des pans entiers de l'histoire qu'il estime avoir été dissimulés, voire carrément passés sous silence, par les manuels couramment répandus. Howard Zinn affirme que dans un monde aussi conflictuel, où victimes et bourreaux s'affrontent, il est du devoir des intellectuels de ne pas se ranger aux côtés des bourreaux. Soucieux de l'honnêteté qu'il doit à ses lecteurs, Zinn définit ainsi son approche de l'histoire des États-Unis. Je cite : « Une histoire qui se veut créative et souhaite envisager un futur possible sans pour autant trahir le passé, devrait, selon moi, ouvrir de nouvelles possibilités en exhumant ces épisodes du passé laissés dans l'ombre et au cours desquels, même si ce fut trop brièvement, les individus ont su faire preuve de leur capacité à résister, à s'unir et parfois même à l'emporter. Je suppose, ou j'espère, que notre avenir sera plus à l'image de ces brefs moments de solidarité qu'à celle des guerres interminables. Howard Zinn est mort le 27 janvier 2010 en Californie. Il est considéré comme l'une des figures intellectuelles majeures de la gauche américaine. Un chapitre de l'ouvrage historique d'Howard Zinn est dédié aux opprimés domestiques. Le mot « opprimé » y est écrit au féminin. Ce chapitre nous éclaire sur les luttes des travailleuses américaines pour faire valoir leurs droits. Tout commence avec l'essor de l'industrialisation. Lisons. Si les femmes étaient désormais incitées à sortir de chez elles pour participer à l'industrialisation, la société exerçait néanmoins une certaine pression afin de les maintenir dans un cadre permettant d'en garder le contrôle. Le monde extérieur faisait irruption au sein du foyer et provoquait craintes et tensions dans une société dominée par les hommes. Un contrôle idéologique devait donc venir se substituer à un contrôle domestique de moins en moins opérant. La notion de place des femmes, promue par les hommes, était en fait intériorisée par de nombreuses femmes. Fin du passage.
intériorisation et infériorisation pour les unes, mais conscientisation et conquête de l'émancipation pour d'autres. Lisons. C'est à Pawtucket, Rhode Island, qu'éclata en 1824 la première grève connue d'ouvrières. 202 femmes se joignirent aux hommes dans leur protestation contre les baisses de salaire et l'allongement du temps de travail. Cependant, elles tenaient des réunions séparées. 4 ans plus tard, à Dover, New Hampshire, seules les femmes firent la grève. En 1834, à Lowell, Massachusetts, lorsqu'une jeune femme fut licenciée, les autres femmes abandonnèrent leurs machines et l'une d'elles, montée sur la pompe à eau municipale, fit ce qu'un compte-rendu de l'événement paru dans la presse appelle un discours enflammé à la Mary Wollstonecraft sur les droits des femmes et les injustices de l'aristocratie nantie, qui produisit un puissant effet sur les auditrices qui décidèrent de suivre leur propre voie, dussent-elles en mourir. À plusieurs reprises, au cours de ces grèves, des femmes armées de bâtons et de pierres enfoncèrent les portails de certaines filatures et arrêtèrent les machines. À Lowell, l'Association pour la réforme du travail des femmes fit imprimer des tracts. Le premier, titré « La vie à l'usine telle qu'elle est » par une ouvrière, compare les femmes dans les filatures à des esclaves, ni plus ni moins, et dans tous les sens du terme. Les esclaves d'un système de travail qui exige d'elles de trimer de 5 heures à 19 heures, avec seulement une petite heure pour satisfaire aux besoins naturels. Des esclaves, des desiderata et exigences des pouvoirs en place. Les conditions de travail de l'ouvrière américaine sont atroces. Cependant, la vie est encore bien pire pour les femmes noires libres qui souhaitent, par leur travail, s'élever dans cette société américaine encore esclavagiste et foncièrement raciste. Lisons. L'Oberlin College fut l'un des premiers à admettre des femmes. Cependant, la première femme à y être admise en cours de théologie, Antoinette Brown, diplômée en 1850, s'aperçut que son nom avait été effacé de la liste des élèves de la classe. L'Oberlin College trouva encore en Lucy Stone une résistante de premier ordre. Très active dans les mouvements pacifistes et anti-esclavagistes, Lucy Stone enseignait aux étudiants de couleur et organisait des clubs de débat pour les jeunes filles. Elle fut choisie pour rédiger le discours de remise des diplômes. Lorsqu'elle apprit qu'il devrait obligatoirement être lu par un homme, elle refusa de l'écrire. En 1847, Lucy Stone commença à donner des conférences sur les droits des femmes dans une église de Gardner, Massachusetts, où son frère officiait. Elle était minuscule, pesait à peine 45 kilos et était une formidable oratrice. Lors de ses conférences pour la Société américaine contre l'esclavage, elle fut plusieurs fois aspergée d'eau, assommée par les livres qu'on lui jetait à la tête et agressée par la foule. Lucy Stone fut également l'une des premières femmes à refuser d'abandonner son nom après le mariage. Lorsqu'elle refusa de payer ses impôts parce qu'elle n'était pas représentée légitimement au gouvernement, l'administration se saisit de tout ce qu'elle possédait jusqu'au berceau de son bébé. Face à un ordre machiste et raciste qui sans cesse menace de détruire toute aspiration à l'égalité comme à une vie meilleure, les femmes s'organisent et se constituent en groupes politiques d'influence. Lisons ce nouveau passage.
C'est ainsi que les femmes, dans les années 1830-1850, commencèrent à résister à ceux qui voulaient les garder dans la sphère domestique. Elles participèrent à des mouvements de toutes sortes, pour les prisonniers, les malades mentaux, les esclaves noirs, etc., ainsi que pour leurs propres droits. En 1840, Howard Zinn nous raconte qu'a lieu à Seneca Falls, dans l'État de New York, la première convention pour les droits de la femme. Une déclaration solennelle y est rédigée, qui accuse l'homme d'avoir, je cite, « fait en sorte de détruire, par tous les moyens possibles, la confiance de la femme en ses propres capacités, de minimiser le respect qu'elle pouvait se porter à elle-même et de faire qu'elle souhaite continuer de mener une vie abjecte et dépendante. » Fin de la déclaration. En 1851, à l'occasion d'une autre convention, une vieille femme noire, née esclave à New York, grande, mince, nous dit Zinn, portant une robe grise et un turban blanc, écoutait attentivement quelques hommes blancs qui dominaient les débats. Il s'agissait de Sojourner Truth. Elle se leva pour exprimer à la fois l'indignation de sa race et celle de son sexe. « Cet homme là-bas dit que les femmes ont besoin qu'on les aide à monter dans leurs attelages, qu'on leur évite de marcher dans les saletés. Moi, personne ne m'aide jamais à monter dans un attelage, ni n'essaye de m'éviter de marcher dans la boue, ni ne me donne la meilleure place. Pourtant, ne suis-je pas une femme? Regardez mon bras, j'ai labouré, planté, engrangé, et aucun homme ne me surpasse à cela. Pourtant, ne suis-je pas une femme? Je peux travailler et manger autant qu'un homme quand c'est possible, et porter le fouet aussi bien que lui. Pourtant, ne suis-je pas une femme? J'ai eu 13 enfants, dont la plupart ont été vendus comme esclaves. Et lorsque je m'effondrais en larmes en pensant à eux, personne ne m'entendait. Pourtant, ne suis-je pas une femme? Autour de Sojourner Truth, toutes les femmes en lutte se lèvent pour affirmer leurs capacités physiques et intellectuelles, leurs forces de caractère comme leurs qualités humaines qui font d'elles les égales des hommes. Faisant preuve d'un courage exceptionnel, Sojourner Truth prend la parole qu'on ne veut pas lui donner. Howard Zinn nous rappelle combien il est difficile d'exister pour une femme comme pour un homme noir soumise à la domination blanche. Lisons. Les Noirs devaient lutter en permanence contre le racisme inconscient des abolitionnistes blancs. Ils devaient également insister pour avoir droit à la parole. En 1854, une assemblée de Noirs proclama « Il s'agit avant tout de notre combat. Personne d'autre ne peut lutter à notre place. Nos rapports avec le mouvement anti-esclavagiste doivent changer et ont déjà changé. Au lieu de dépendre de lui, nous devons le diriger. » Certaines femmes noires devaient supporter, nous dit Howard Zinn, le triple fardeau d'être abolitionniste dans une société esclavagiste, noire dans un milieu de réformateurs blancs et femme dans un mouvement majoritairement dominé par les hommes. En 1853, lorsque Sojourner Truth se leva pour prendre la parole au cours de la 4e Convention nationale pour les droits des femmes qui se tenait à New York, ce triple fardeau pesait lourdement sur ses épaules. Elle déclara devant une foule hostile et bruyante, à la fois sarcastique et menaçante,
Je sais que cela semble un peu scandaleux de voir une femme de couleur se lever et vous parler de trucs au sujet des droits des femmes. Nous avons toutes été traînées plus bas que terre depuis si longtemps que personne ne pensait que nous nous relèverions un jour. Mais nous nous relèverons. Et aujourd'hui, je suis là. Nous obtiendrons nos droits. Essayez seulement de nous en empêcher. Vous ne pourrez pas nous en priver. Essayez toujours. Vous pouvez siffler autant que vous le voulez, mais cela viendra. Je suis assise parmi vous pour observer. Et à chaque fois que je voudrais vous dire exactement ce que je pense, je me lèverai. Sojourner Truth, en combattante infatigable, ne cesse de réclamer l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Lisons. Dans toutes les luttes pour l'égalité des droits, les femmes insistent sur leur situation particulière. Lors d'un meeting de l'Association américaine pour l'égalité des droits, Sojourner Truth déclarait « On fait pas mal de bruit autour de l'idée que les hommes noirs puissent jouir de leurs droits. Mais on n'entend pas un mot sur les femmes de couleur. Et si les hommes de couleur obtiennent ces droits et pas leurs femmes, vous verrez que les hommes de couleur deviendront les maîtres des femmes. Et rien n'aura changé. C'est pourquoi je suis pour qu'on en parle maintenant qu'il y a toute cette agitation. Parce que si nous attendons que tout ça se calme, nous aurons bien du mal à faire redémarrer les discussions. J'ai à peu près 80 ans et je ne vais pas tarder à quitter cette terre. J'ai été 40 ans esclave et 40 ans libre. J'aurais voulu rester encore 40 ans pour voir l'égalité des droits pour tous. J'imagine que si je continue à respirer, c'est parce qu'il me reste encore quelque chose à accomplir. Je dois aider à briser les chaînes. J'ai déjà fait pas mal de travail en ce sens, autant qu'un homme en tout cas. Mais je n'en ai pas été récompensé pour autant. Je travaillais dans les champs à lier les gerbes, en plus de m'occuper de mes enfants au berceau. Des hommes qui n'en faisaient pas plus étaient payés 2 fois plus que moi. J'imagine que je suis à peu près la seule femme noire qui circule ainsi pour s'exprimer sur les droits des femmes noires. Je veux continuer à en débattre maintenant que la glace est en train de craquer. Puissions-nous, à l'exemple de Sojourner Truth, avoir le courage de parler des problèmes de notre société quand ils se présentent et sont d'actualité. Ne pas remettre à plus tard, car plus tard sera peut-être trop tard. Puissions-nous avoir le courage de mener des combats justes et faire ce qui est juste, malgré les invectives et les moqueries humiliantes. Je suis heureuse de connaître et de faire connaître cette figure éminente de la lutte pour la reconnaissance du droit à l'égalité et à l'existence. Sojourner Truth, une femme d'exception, dont les manuels officiels ne parlent pas. Une femme noire, au courage comme à la force de conviction exemplaire. Une femme noire qui mérite d'être reconnue et célébrée.